Alors aujourd'hui, on plonge au cœur de la situation stratégique du Congo-Brazzaville en cette année 2026 qui s'annonce décisive. C'est un pays qui est vraiment au centre du jeu en Afrique centrale, mais dont la stabilité apparente cache en réalité des dynamiques bien plus complexes. 94,90%, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien, c'est le résultat officiel de l'élection présidentielle de mars 2026. Un score pour le moins écrasant, et qui a forcément fait beaucoup parler. Et ce résultat a été célébré en grande pompe le 16 avril 2026. Pour le régime et ses alliés, le message se voulait très clair, celui de la continuité, de la stabilité à toute épreuve. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que ce chiffre est le reflet d'une vraie stabilité de fond ou est-ce que c'est juste une façade qui pourrait se fissurer? C'est vraiment la question clé de notre analyse et pour y répondre, il faut remonter un peu le temps. Pour bien saisir les enjeux d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut regarder dans le rétroviseur. L'ADN politique du Congo-Brazzaville a été forgé par des décennies de turbulences, de la colonisation aux guerres civiles. On peut retracer ce parcours, de l'arrivée des Français à l'indépendance, puis, très vite, le basculement vers un État marxiste-léniniste avec le Parti congolais du travail, le fameux PCT. Chaque étape a laissé une cicatrice, une marque profonde. Et c'est ce même parti qui, bien que réformé, est toujours aux commandes aujourd'hui. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. L'espoir immense des années 90, avec l'arrivée de la démocratie, n'a pas du tout apporté la paix espérée. En fait, c'est même tout l'inverse qui s'est produit. Ça a libéré des tensions terribles qui ont fait sombrer le pays dans une guerre civile dévastatrice. Le pays s'est littéralement fracturé, le plus souvent sur des lignes régionales et politiques. On avait les Cobras de Sassou Nguesso, les Kokouye du président de l'époque, et les Ninjas dans la région du Poul, juste autour de la capitale. C'est ce conflit, avec le soutien décisif de l'Angola, qui a permis à Denis Sassou Nguesso de revenir au pouvoir par les armes en 1997. C'est une histoire qui pèse encore très très lourd aujourd'hui. Allez, retour en 2026, voyons maintenant comment le Congo se positionne dans le grand jeu mondial. La stratégie est claire, ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier, et surtout, regarder bien au-delà du partenaire historique qu'est la France. Et le premier de ces nouveaux partenaires stratégiques, c'est la Russie. Elle s'est imposée dans un domaine bien précis, la sécurité. Et là, on ne parle pas de petits accords de principe, non. On parle de l'Afrikacor, l'héritier de Wagner, qui a installé une base de formation, Moscou livre des équipements militaires de pointe, et surtout, lance ce projet d'oléoduc hyper stratégique. C'est un levier d'influence à la fois économique et sécuritaire, absolument majeur. Alors, si la Russie, c'est le partenaire sécurité, la Chine, elle, est sans aucune contestation possible la superpuissance économique du pays. 23 milliards de dollars. Le chiffre est juste colossal. C'est le montant d'un méga-accord signé en 2025. Le but, doubler la production de pétrole. Mais aussi, et c'est important, diversifier les sources d'énergie. La Chine est de très loin le premier investisseur et le premier client du Congo. Et enfin, il y a un troisième acteur, peut-être un peu plus surprenant, qui est entré dans la danse, les Émirats arabes unis. Eux, leur carte de visite, ce ne sont pas les armes ou les prêts, c'est la technologie. Ce partenariat est vraiment très intéressant. L'objectif, c'est de moderniser l'État en s'attaquant à son talon d'Achille, la corruption. En numérisant la collecte des taxes, des droits de douane, grâce à l'intelligence artificielle, les Émirats proposent un outil qui pourrait potentiellement révolutionner la transparence des finances publiques. Toute cette agitation géopolitique, tous ces partenariats, ils servent avant tout à une chose, essayer de compenser la plus grande faiblesse structurelle du pays, son économie. Ce graphique, il est sans appel. Quasiment 90% des revenus à l'exportation viennent du pétrole. C'est la définition même d'un État rentier. Et ça le rend terriblement vulnérable au moindre soubresaut des marchés mondiaux. Et les chiffres le confirment. Ok, il y a une petite croissance, mais regardez le poids de la dette publique. Encore 85% du PIB en 2026. C'est un fardeau monumental, et c'est la conséquence directe de cette dépendance à l'or noir. On voit donc se dessiner une sorte de pays à deux visages. D'un côté, on a le discours officiel d'un État stable, d'un médiateur respecté dans la région, et de l'autre, la réalité du terrain. Un chômage des jeunes qui frôle les 40%, une corruption qui place le pays parmi les derniers de la classe, et des tensions sécuritaires qui ne demandent qu'à se réveiller. Ce qui nous amène tout droit à la question la plus sensible, la plus critique pour l'avenir du pays. Avec un président de 82 ans, ce cinquième mandat est inévitablement perçu comme celui qui doit préparer l'après. La guerre de succession, elle, a déjà commencé.
Au sein même du clan au pouvoir, 3 figures sortent du lot. Il y a bien sûr le fils, Denis Christel, qui est souvent vu comme le dauphin désigné, mais il doit composer avec des poids lourds de la famille, comme Jean-Dominique Okamba, le tout-puissant patron des services secrets, ou encore Jean-Jacques Bouillat, le grand argentier du pays. La gestion de cette rivalité interne va être absolument décisive. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Comment tout ça peut tourner? Les experts voient principalement 3 grands scénarios possibles, avec des chances de réussite bien différentes. Le scénario le plus probable, c'est celui d'une transition en douceur, maîtrisée, où le pouvoir reste au sein du clan. Mais attention, le risque d'une rupture sécuritaire, si la succession dérape ou si la colère sociale explose, est bien réel. Quant au scénario le plus optimiste, celui d'une vraie intégration régionale, il semble pour l'instant un peu plus lointain. Le Congo-Brazzaville se trouve donc à un véritable carrefour. La question finale est donc celle-ci. Est-ce qu'un système qui repose autant sur un seul homme et sur une seule ressource, le pétrole, peut réussir à gérer à la fois un changement de génération inévitable et les turbulences d'un monde multipolaire? De la réponse dépendra non seulement l'avenir du pays, mais aussi une bonne partie de l'équilibre très fragile de toute l'Afrique centrale.